Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Médéa, bienvenue sur le podcast. Médéa, tu as 32 ans et tu es réunionnais. Les auditeuristes vont peut-être entendre des jolis oiseaux ou autres craquettements ou juste du vent. Parce qu'on est dehors, on enregistre dans un parc. On est au nord de l'île de la Réunion, à Saint-Denis, la plus grosse ville de l'île. Alors avec toi, Médéa, on va parler normes gays et asexualité. Et j'entends asexualité en un mot. Être asexuel, c'est ne pas ressentir ou ressentir peu d'attirance pour une autre personne. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs d'avoir des sentiments ou du toucher. D'ailleurs toi, tu sais pas trop si tu es asexuel, ça dépend des périodes. Très longtemps, tu t'es senti à part, te forçant à ce que tu avais compris du sexe gay. Sus, sodo, éjaculation. Tu te disais que c'était normal de jouer cette partition. La fameuse question habituelle actif-passif te travaille, tu sais jamais quoi répondre, alors tu bottes en touche et tu dis un peu des deux et tu t'adaptes toujours pour satisfaire l'autre. Tu enchaînes des rencontres qui ne te plaisent pas, une relation avec un ex, ou même tu t'oublies jusqu'à rencontrer ton amoureux avec qui tu t'autorises à explorer un intime qui te va. L'intime qui te va. C'est du massage, que sur certaines parties du corps d'ailleurs. Une présence, un partage, ou juste parfois rien. Pas de sexe pendant des mois sans que ça vienne poser de problème pour votre couple ou pour toi. Tu te sens enfin respecté et compris. Un intime qui me va. C'est tellement ça en fait qu'on cherche tous et toutes. La quête que j'entends dans chacun des témoignages de ce podcast. Quel que soit le lieu d'où j'enregistre. Mais en fait, si je m'autorise à écouter mon désir, c'est quoi un intime qui me va ? Si j'enlève les couches d'injonction, les il faut et les normes, j'ai envie de quoi ? Si j'enlève le rejet, les trop gros, trop petits, trop féminin, trop lent, trop long, trop court. Si je nettoie le poison de l'homophobie et des insultes qui bloquent mon désir, y a quoi ? Grosse question. Médéa, moi je te propose qu'on commence en tirant une question au hasard. Je te propose de choisir un chiffre de 1 à 77, sauf si tu as une petite réaction à cette intro. Tu as envie de... Alors, je n'ai pas de réaction particulière, donc je vais choisir un chiffre. Je vais prendre le 33. Ok, alors je me reconnecte à Internet. Tu sais, normalement, j'ai un jeu de cartes, ça a été fait par des auditeurs à Paris. Et c'est ce qu'on utilise pour briser la glace dans des rencontres entre auditeurs. Un peu partout dès qu'elles se passent, mais c'est à Paris qu'on les a imprimées et tout. Et j'ai oublié mon jeu de cartes à Paris. Donc là, on fait la version en ligne. Tu te rappelles du chiffre que tu as choisi ? 33. Un sens particulier à ce choix du 33 ? Non, aucun sens. La question est la suivante, Médéa. Quelle importance accordes-tu à la sécurité sexuelle dans tes rencontres ? Mais ça veut dire quoi ? Alors, non mais en pour fait... toi ? Déjà, la sécurité lors des rencontres, c'est déjà une vraie question parce que je pense que c'est quelque chose que j'ai peut-être trop négligé. C'est que du coup, pendant une période, j'avais multiplié des rencontres et tout. Et que sans même m'assurer vraiment d'être avec des personnes safe, me lancer dans des rencontres, au final, après coup, je me dis ce n'est pas forcément s'assurer d'une sécurité, quoi. C'est marrant parce que à chaque fois du coup qu'on tire une question au hasard, moi j'aime bien y voir un peu de la magie. Genre, c'est pas trop mon endroit normalement, mais un peu de spiritualité. Là, je trouve que la question du hasard est particulièrement bien choisie, non, pour toute l'histoire que tu vas raconter. Bah oui. C'est ouf, hein ? Tout est ouf dans la vie. C'est ouf. Bon, de toute façon, comme c'est vraiment la question dont on va parler pendant tout ton témoignage, je pense qu'on peut commencer. Moi, j'avais envie de commencer chronologiquement
Et j'avais envie qu'on commence. Donc, toi, tu nais et tu grandis à La Réunion. On est d'accord? C'est exactement Et tu y restes que jusqu'à quel âge? Alors, je suis resté à La Réunion jusqu'en 2014, donc j'avais 22 ans. Ok. J'ai déjà une première question. Moi, là, donc, je suis à La Réunion pour 5 semaines et j'ai vraiment à cœur d'enregistrer des témoignages de Réunionnais gays ou queer qui racontent leur cheminement d'intime, d'amour, de sexe, etc. Et j'ai conscience que je suis biaisé, tu vois. Moi, je suis parisien et dans mon approche et dans l'endroit où je cherche des témoignages, par exemple sur Grindr, moi, j'ai à 95% des Réunionnais qui ont forcément fait 5 à 10 ans en métropole. Ma question pour toi, et donc c'est aussi ton cas, puisque tu as été en France hexagonale, en région parisienne, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est quoi? Tu as l'impression que c'est une minorité qui a les moyens et qui décide d'aller en France hexagonale, ou au contraire, non, moi ce que je découvre, c'est que c'est une vraie majorité. Le vent est ultra fort. Hein. Oui, le vent est fort. Mais à La Réunion, le vent est toujours fort. Hein. Quand je t'ai dit, viens, on enregistre dehors parce que je trouvais que c'était une bonne idée, peut-être j'aurais pas dû. Tu vois, c'est le Parisien qui sait pas. Ah oui, ben moi j'ai pas pensé forcément au vent puisque je pense pas forcément aux enregistrements. Bah, c'est aucun souci. Est-ce que c'est une majorité? C'est très fréquent qu'un Réunionnais gay ou queer ait besoin d'aller en métropole pour... En fait, la métropole pour les Réunionnais, c'est parfois un passage, mais aussi parfois une crainte en fait. Parce que à La Réunion, on se sent rapidement bloqué. Et que ce soit dans les perspectives professionnelles, que ce soit dans les perspectives personnelles et tout. Et le fait qu'en fait, aussitôt qu'on fait un truc à La Réunion, tout se sait. Ok. Et donc en fait, il y a aussi ce côté où on peut avoir envie de sortir de cela. Ok. Mais après, je sais qu'on est nombreuses à être allés en métropole. Par exemple, et je vais t'inviter à mettre ton micro vraiment beaucoup plus près. Non, t'inquiète, tu fais très bien. Mais comme il y a beaucoup de vent, je vais essayer qu'on ait une bonne qualité de son. À la grosse louche, et t'es pas sociologue, hein, mais à la grosse louche, quand tu regardes ton entourage, tu dirais que quel pourcentage des gays et queers qui t'entourent aujourd'hui ont fait un passage hors de La Réunion? La moitié? Alors, non, je dirais pas la moitié. En moins. fait, je dirais nettement moins parce qu'en fait, la particularité que j'ai aussi, c'est que depuis mon retour notamment, je fréquente en fait des queers, des Réunionnais queers en fait, qui associent vraiment leur identité créole et leur identité en tant que personne queer en fait. Mmh. Et du coup, il y a une réelle inscription dans le territoire réunionnais et une réelle inscription dans la créolité en fait qui fait que le départ en métropole est peut-être moins fréquent en fait que ce qu'on a l'habitude. Parce que quand je parle de départ en métropole, en fait, c'est quelque chose qui se passe aussi pour beaucoup de Réunionnais au-delà de la communauté queer en fait. Ok, ouais, c'est un... parce que toi, là, tu dis, tu as passé 10 ans en métropole? C'est exactement ça, et tu es revenu il y a quelques mois. C'est ça quand je suis revenu en août, mais je revenais régulièrement en fait à La Réunion. Et au début, quand je m'étais installé en métropole, pour moi c'était très compliqué parce que c'était pas vraiment un choix. Enfin, c'était pas vraiment de mon plein gré que j'y allais. J'y allais parce qu'en gros, j'ai réussi un concours, qu'il fallait travailler et que j'avais besoin d'argent à ce moment-là. Donc, ouais, et j'ai l'impression que dans la migration en dehors de La Réunion, j'entends souvent parler que si tu veux faire certaines études, s'il y a certaines filières qui n'existent pas aussi à La Réunion et que tu es obligé d'aller à Paris, tu vois. Moi, les filières de mes études existaient à La Réunion. Ok. Et du coup, j'ai fait mes études à La Réunion, mais après, c'est l'enseignement. Donc après, la première mutation, la métropole, quoi. Ok. Et ça, j'ai pas eu le choix. Toi, tu pars de La Réunion pas en lien avec l'homosexualité. Toi, tu t'identifies gay ou pas? Alors, je m'identifie gay, mais je ne pars pas en fait en lien avec mon homosexualité, mais j'avais quand même eu en tête comme consolation le fait de me dire, j'ai eu beaucoup d'exemples aussi dans ma jeunesse de personnes qui étaient gays ou trans, qui justement en fait sont
allé d'abord en métropole et quand ces personnes-là sont revenues, elles étaient beaucoup plus flamboyantes. Ok. Et donc en fait, quand je voyais cette flamboyance, je ne me disais pas que je voulais aller vers ça, mais je me disais que peut-être je pourrais côtoyer plus de personnes comme ça en fait. Et donc en fait, c'était un peu un lot de consolation à mon départ. Tu peux me mettre des mots sur cette flamboyance? Ça voulait dire quoi pour toi la flamboyance au moment où tu es parti de la Réunion? T'avais quel âge à la louche? J'avais 22 ans. Ok. En fait, pour moi, la flamboyance, c'est vraiment un concept qui m'accompagne depuis très jeune, en fait. Depuis, je dirais, depuis que je suis en seconde. Parce que c'est un peu con. Mais à un moment donné, quand je me sentais un peu au summum de ma virilité, je me suis dit j'allais imiter les garçons dans les magazines, Tokyo Hotel et tout. Donc, je me suis fait des cheveux rouges. Pour moi, ça n'avait rien à voir avec l'homosexualité. Et du coup, j'arrive en seconde comme ça en mode, bon, cette fois-ci, là, les gens vont me trouver viril. Là, j'étais sûr de moi. Et forcément, personne ne m'a trouvé viril. Et on m'a comparé à un pied de flamboyant, qui est en fait les fleurs rouges qu'on trouve à La Réunion. Mais là, on est sous des flamboyants, exactement, non? Voilà, c'est ça. Ah, c'est génial. Donc, on est dans... Tu veux dire le nom du parc ou pas? Oui. C'est Mont-Gaillard. Oui, le parc de Mont-Gaillard. C'est magnifique. Juste à côté, il y a une médiathèque magnifique aussi. Franchement, on est rentré dedans toute neuve. J'ai fait pipi. On donne tous les détails. Et là, on est à des tables, genre pique-nique. Et d'ailleurs, j'observe que n'hésite pas à me poser ton coude avec ton micro pour que ça soit plus confortable. Enfin, genre, n'hésite pas à bouger, à être bien, quoi. Et là, on est sous des flamboyants. Attends, j'ai plusieurs types d'arbres. C'est les jaunes, là, ou les flamboyants, ce sont les rouges. Ah, trop bien. Trop beau. Et d'ailleurs, une partie de ma scolarité s'est fait... plus ou moins à l'autre bout de la rue parce qu'il y a le lycée Le Comte de Lille où j'ai étudié aussi, quoi. Ok. Donc, dans ce lycée-là, tu m'as dit j'étais l'homosexuel de service. J'étais pas dans ce lycée-là, c'était dans un autre. Ok. Et en fait, j'étais l'homosexuel de service parce que on l'a déterminé par rapport à mon style en fait et à mon look. Et donc j'ai eu Tokyo Hotel. Voilà, Tokyo Hotel, c'était un peu mes références en termes de virilité, quoi. Pour les auditeuristes les plus jeunes ou les plus vieux, genre juste tu peux décrire Tokyo Hotel. C'est un groupe de pop un peu rock allemand. Exactement. En vrai, je connais pas trop. Je fais genre c'est pour les autres, mais est-ce que tu peux me réexpliquer ce que c'est Tokyo Hotel? Mais en fait, c'est exactement ça. Tokyo Hotel, c'est un groupe de mecs en fait allemands avec des cheveux. Après coup, je me dis, ça correspond un peu à la définition du drag, quoi. Des cheveux qui sont totalement exagérés, un peu de maquillage, non, trop de maquillage. Beaucoup de maquillage. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, moi, j'étais fan de ça. Je voyais ça comme le summum de la virilité. Enfin, mais du coup, tu te lissais le cheveu? Alors, je me suis fait défriser les cheveux carrément avec des produits toxiques, comme malheureusement beaucoup de Réunionnais, pour ressembler à ça. Les gens qui voient pas, tu veux décrire parce que là, du coup, on mentionne un truc physique. T'es à l'aise de dire à quoi tu ressembles? Alors oui, en fait, normalement, j'ai des cheveux très crépus. Mais maintenant je fais du drag et comme je fais du drag avec des cheveux qui sont crépus et qui peuvent être volumineux et tout, c'est chiant pour la perruque. Ça peut être compliqué pour la perruque. Donc je me les rase très courts, donc on voit pas vraiment qu'ils sont crépus, mais sinon j'ai pas des cheveux très lisses. Ok. Et donc en fait moi dans ma jeunesse aussi j'étais rapidement attiré par une norme on va dire occidentale. Et cette blanche. Comment? Blanche. Occidentale blanche, effectivement. Ouais. Et d'ailleurs, quand on est queer à La Réunion, on a tendance à dire que c'est parce qu'on a été contaminé justement par la métropole, par l'Hexagone et tout. Tu l'as entendu ça en grandissant? Je l'ai entendu de la bouche de qui? De presque tout le monde. Ok. Oui. Non, mais après. Toi, t'as grandi à Saint-Denis? J'ai grandi à Sainte-Marie. C'est pas très loin. Ok, ouais. Donc ça, ouais. J'ai grandi à Sainte-Marie. Près de l'aéroport, non? C'est à l'aéroport. L'aéroport, c'est à Sainte-Marie et pas à Saint-Denis, contrairement à ce que disent les billets d'avion. Je dis ok. Ça, et là, j'avais juste envie de crâner en mode j'ai un peu appris la géographie. Mais on revient à ton. En plus, tu disais un truc super important. Donc, tu habites pas loin d'ici.
Et toi, t'entends dans ta famille, je crois que tu m'as dit que ta famille, tu as eu une éducation très très religieuse. C'était en lien avec la religion aussi ou c'était déconnecté ce propos de dire la contamination de la métropole? Alors ça, je pense que c'est déconnecté avec la religion parce que c'est quelque chose de très fréquent en fait dans la communauté queer enfin dans la communauté réunionnaise. Mais alors attention, parce que communauté réunionnaise pour toi c'est quoi? Parce que moi ce que j'ai compris c'est que la Réunion c'est un mix. C'est un métissage, il y a plein de types de réunionnais, créoles, pas créoles, arabes, ZARAB. Oui, bah justement dans ma famille, moi je suis un mixte entre du coup des familles d'origine malgache, des familles d'origine malbar et des familles d'origine zoraï. Donc je suis un peu aussi à la confluence. Ok, le zoraï c'est... Non, pas de zoraï, de créole, désolé. Je me dis... J'ai pas de zoraï dans ma famille. Zoraï c'est métropolitain, voilà, c'est ça. Donc c'est moi je suis un zoraï. C'est tous les Français, on est d'accord, qui viennent de France hexagonale. Ok. T'as dit d'autres termes que des auditeuristes peuvent pas comprendre. Alors, Malbar, c'est où? Malbar, en fait, c'est ceux qui sont originaires d'Inde. Donc en fait, voilà. Souvent, on pense qu'ils viennent de la côte Malabar, mais c'est pas le cas parce qu'en fait, ils viennent d'une autre zone où c'est la religion tamoule qui a le dessus, en fait. Ouais. Donc voilà. Et donc quand tu dis c'est prépondérant dans la communauté réunionnaise de penser que l'homosexualité est une contamination venant de la métropole. Par communauté, t'entends ta famille et tous ces métissages. Voilà, c'est ça. Ok, il y a quand même une universalité. Mais merci. Peut-être qu'en fait, si le mot veut pas sortir, c'est qu'il est faux. Y a-t-il une universalité dans l'homophobie des différentes communautés réunionnaises, tu dirais, dans ce que tu as grandi, hein? T'es pas porte-parole, tu racontes ton histoire. Je trouve que en fait, les discours sont souvent malgré tout les mêmes sur l'homosexualité. Après, c'est les discours de mon époque. Et il faut savoir que... T'as 32 ans? Oui. Et il faut savoir qu'en peu de temps, ça a changé énormément en fait. Ce que je vois actuellement à La Réunion, c'était vraiment pas possible du temps de mon adolescence. Parce que là, par exemple... Mais on va en parler. Parce que parce que je vais essayer de tenir un fil chronologique. Je suis très déstabilisé par le vent. Donc je vais le dire une fois pour que ça passe. Genre, j'ai peur en fait d'arriver chez moi et d'écouter ce super interview et que le vent soit très prépondérant. En vrai, tout va bien se passer, Guillaume. On verra, mais je pense pas du tout parce que là j'ai un retour son qui est très bon. Le propos est fait, du coup je lâche ça. Toi tu dis, c'est vachement intéressant, tu dis on me colle l'étiquette homosexuelle, mais moi en fait j'y ai jamais pensé. Et même tu m'as dit dans notre pré-entretien que tu as été sexuel très tard. Le sujet du sexe t'est arrivé très tard. Tu veux en dire plus? Alors parce qu'en fait, au début on me colle justement l'étiquette d'homosexuel. Avant en fait mon éveil à la sexualité. C'est que la réalité qui est la mienne, c'est avant même que la question d'une attirance pour une personne se pose, les autres l'ont décidé pour moi. Parce que la réalité c'est que j'ai très peu d'attirance malgré tout envers les autres personnes. Je peux trouver les autres très beaux, formidables et tout, mais je me dis pas, je n'ai pas de désir sexuel envers ces personnes-là. Mais parce que tu t'habilles comme Tokyo Hotel avec tes cheveux bleus. Rouge. Excuse-moi. On te met dans cette catégorie et c'est violent. On est d'accord, hein, c'est... Alors c'est très violent parce que il faut savoir qu'en sortant du lycée, par moment je devais courir parce qu'il y avait une zone où il y avait des mecs qui se regroupaient. C'était aux alentours d'un rond-point. Et quand je passais seul à côté, ils avaient tendance à m'interpeller, à me crier un peu dessus. Et Madame Blanc. Donc la petite dame en blanc et tout, voilà. Et me lancer des cailloux, quoi. À tel point qu'une fois, je suis rentré vraiment en sang chez moi, quoi. Et donc, en vrai, c'est une période de ma vie qui, à la fois, était un peu difficile parce que moi-même, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et après, souvent, au lycée, on m'appelait justement, on a dit que je me prenais pour un flamboyant. Et en fait, l'arbre. Voilà, c'est ça, l'arbre. C'est une insulte.
Non, c'est pas une insulte de base, mais vu que j'avais les cheveux rouges et que les flamboyants sont rouges, c'est là qu'ils l'ont transformé en insulte. Mais du coup, mais moi j'ai trouvé cette image belle. L'arbre est magnifique. Voilà. Et donc en fait, c'est pour ça que même si je sais que eux, ils voulaient l'utiliser pour me faire du tort, bah moi ça me faisait du bien parce que je me disais bah si je ressemble à un flamboyant, bah ma foi, banco quoi. Comment, parce que là tu disais bon bah moi je grandis sans un peu dans cette asexualité, cette absence de désir sexuel. Hein. Tu es là, tu vas nous raconter ta première fois, cet ami amoureux. Est-ce que du coup et il va se passer des choses peut-être dans une chambre qui ferme à clé? Est-ce que tu veux bien raconter? Et du coup, tu ressentais quoi pour cet ami amoureux? Et on est où là? On est au collège? Alors, non, on est au fin de mes années lycée en fait. Ok. Du coup, j'avais justement un ami que je voyais un peu en dehors. Et en fait, on partageait un trajet que seuls nous partageons. Donc, officiellement, aux yeux de tout le monde, cet ami-là était hétéro. Et nous, on se voyait et pour moi aussi, il était hétéro, mais par contre, je sentais quelques rapprochements malgré tout. Par exemple? Bah, c'était fugace, mais c'était des contacts de main, c'était des caresses, et en vrai, rien de vraiment probant. Mais sauf que quand on est adolescent et qu'on a zéro contact avec d'autres personnes, tout devient un monde. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Et lui, il savait que tu étais l'homosexuel de service. Je pense qu'il savait que c'était pas cool d'être vu à tes côtés. T'es d'accord? Voilà. Pourquoi il acceptait pour autant? Bah en fait, vraiment, les moments où on se fréquentait vraiment et qu'on se parlait, c'était des moments où en gros, il y avait personne. Et du coup, on n'était pas vus ensemble. Ok. Parce que à La Réunion, malgré tout, et il y a 15 ans encore plus, on avait des zones où on pouvait rapidement échapper au regard des gens. Donc en vrai, on se voyait comme ça un peu en cachette. Où ça? C'est où les cachettes à l'époque? Et en fait, parce qu'il y avait le front de mer de Sainte-Marie qui n'est pas tel qu'il est aujourd'hui. Et en fait, là où on attendait le bus, au bout de quelques pas, en fait, on se retrouvait dans une zone un peu boisée, mais genre pas boisée, genre aménagée comme un parc, mais vraiment boisée, un peu laissée comme ça. Et donc, en fait, il y avait personne qui allait forcément, quoi. Et du coup, au début, on disait, bon, ben, on va attendre le bus là. Tu penses qu'il le faisait exprès pour pas être vu avec toi? Alors, je me suis pas vraiment... Enfin, le truc, c'est que je me suis dit... être vu avec moi, forcément, c'est compliqué parce que les gens se font des idées sur qui nous sommes sans même savoir la réalité derrière. Donc, c'était quelque chose que je comprenais parce que je me suis dit, moi-même, on m'a accusé d'homosexualité juste sur mes tenues. Alors, je peux bien comprendre quelqu'un qui ne voudrait pas subir ce que j'ai subi juste parce qu'il voudrait être ami avec moi. Donc, en vrai, que ce soit intentionnel ou pas, c'est pas une question que je me suis posée. À ce moment-là. Voilà. Comment votre lien évolue jusqu'à ce que tu lui proposes de venir dans ta chambre qui ferme à clé? La réalité, c'est que il était beaucoup plus entreprenant que moi. Ah. Parce que, en gros, moi, je me laissais un peu vivre et emporter. Parce que je me disais que j'étais l'homosexuel de service, donc ce que tout le monde considérait un peu comme un prédateur sexuel en réalité. Ah ouais? Bah oui, parce que en gros les gens disaient si c'est l'homosexuel, si les mecs traînent trop à côté, je vais sauter dessus. Donc forcément, je pense que ça a induit aussi dans mon rapport à l'autre. Et moi. Et donc t'étais très distant. Voilà. Ah. Et donc, moi, j'osais pas en fait faire des premiers pas, de peur qu'on dise vous voyez, on est amis avec un homosexuel et tout de suite, il se fait des idées, il croit ceci, il croit monts et merveilles, quoi. Ouais. Donc, moi, j'étais pas du tout entreprenant.
Et ben voilà, c'était des petits contacts au début, après c'est devenu des caresses, des bisous. Attends, waouh. Oui, Attends, on prend le bus ensemble, on s'assoit à côté. Alors non, mais par contre, je te disais que on allait dans des zones un peu à l'écart pour de base attendre le bus. Mais après, sauf que quand on commençait à traîner, on se parlait, on jouait, on disait ah ben, on va prendre notre bus. Et au début, ben voilà, on allait prendre le bus plus ou moins rapidement, mais plus le temps passait, plus on s'approchait du dernier bus à prendre que du premier bus en fait. Donc, Et voilà. c'est dans la forêt là qu'il commence à te caresser, à te toucher. Voilà, c'est ça en fait. Et Il se passe quoi dans ta tête? Bah, en fait, dans ma tête, en vrai, je sais pas trop quoi penser de ça. Parce que je me dis au début, est-ce que c'est moi qui me fais des idées? Parce que la réalité, c'est que je me dis, bah, malgré tout, je n'ai jamais eu d'amis hétéro-hommes à ce moment-là. Je ne sais pas jusqu'à quel point les gens peuvent être tactiles ou pas. Bon, après, à partir du moment où il y a des bisous, là, je me suis plus trop fait d'illusions. Mais ça, en fait, c'est pas arrivé tout de suite, en fait, les bisous. C'était vraiment quelque chose qui a duré, en fait, sur des jeux vraiment ambigus. Donc, moi, j'étais perdu moi-même, en fait. Mais t'éprouvais du plaisir? Bah, en fait, le plaisir que j'éprouvais n'était pas de l'ordre physique, mais c'était plus de me dire ah bah je suis avec une personne du même sexe et qui n'a pas peur de moi et qui ne me traite pas en paria. Et en vrai, c'était peut-être pas le seul en tant que tel, mais c'était le seul avec qui je passais du temps et qu'en fait j'ai pas connu du temps du collège, puisque la réalité c'est que j'ai gardé quelques amis mecs hétéros, mais c'était des amis en fait que j'avais connus depuis le collège, en fait qui sont plus des amis d'enfance en fait que de nouvelles relations, mais que c'est moi qui me suis légèrement éloigné de ces personnes-là. Non pas parce qu'elles se sont éloignées, c'est que je me suis dit, de toute manière, elles vont le faire. Alors autant que je mette quelques distances aussi. Donc, voilà. J'entends presque que lui vous pousse vers de la sexualité. Ou peut-être il faut que tu racontes d'abord ce qui s'est passé dans la chambre et tout ça. Mais là, en tout cas, ce que j'entends, est-ce que tu es d'accord que toi, tu es heureux d'avoir un ami, d'avoir du respect, d'avoir un... Tu vois ce que je veux dire? Un truc réconfortant. Et pas forcément, t'as pas forcément envie de sexe, quoi. Alors, effectivement, j'ai pas forcément envie de sexe. Mais après, c'est vrai que je me suis toujours dit que je le trouvais très attirant malgré tout. Ok. Mais c'est juste que moi, en tant que tel, je ne pensais pas à ça. Ouais. Je crois que je crois que j'ai toujours eu du mal à m'imaginer aller vers le sexe, tel qu'on se le représente. Et du coup, comment ça arrive? En fait, de fil en aiguille, forcément, notre situation en fait ne faisait pas de doute qu'on était plus qu'amis. Et c'est là que il me dit qu'il aurait envie qu'on fasse plus, qu'on aille vers le sexe du coup. Et du coup, moi, je lui dis d'accord, mais quand même, il y a certaines conditions à réunir. Parce que même si on était à l'abri des regards, il n'en reste pas moins que c'était pas non plus des zones dénuées de personnes. Donc, pour des relations sexuelles, je ne pense pas que c'était l'idéal, tout du moins pour une première fois, quoi, tel que je l'imaginais moi. Ouais. Il fait plusieurs propositions et tout. Et moi, je finis par lui expliquer que ma famille va à une fête dans 2 semaines ou un truc de ce genre. Et que lui, il n'aura qu'à venir dormir à la maison. J'ai la chambre qui ferme à clé en plus. Et là-dessus, on sera sûr d'être seul à la maison pour la soirée, quoi. Quand tu l'invites, t'es sûr que c'est ça dont t'as envie? Enfin, ça t'excite, t'as envie de cette intimité-là? Non, je ne sais pas du tout. En vrai, ça me faisait un peu peur.
Mais je me disais que c'est normal d'avoir peur pour la première fois. Ouais. Et que comme pour toutes les premières fois, en fait, il y a l'appréhension, mais en même temps, j'avais pas envie de fuir non plus. Et là, je me suis dit aussi, quand j'ai su que ma famille allait à cette soirée, je me suis dit, bon, bah, après, ça va pas forcément se représenter demain la veille, quoi. Donc, c'est un peu une occasion unique aussi, qui fait que ça pose rapidement une deadline, en fait. Il arrive, donc ta famille va bien à la soirée, et lui arrive. Mais avant ça, avant la soirée, en fait, il y a eu justement 2 semaines d'échange où, en gros, là, on se parlait par message. Il voulait s'assurer de ce qui me ferait plaisir. Il m'a parlé de ce que lui faisait plaisir et tout. Et moi, surtout au début, j'avais vraiment beaucoup de mal à me positionner. Et il te dit quoi, par exemple, dans ce qui lui fait plaisir à lui? En fait, lui se définissait plus du coup comme quelqu'un d'actif. Du coup, lui, il voulait surtout se faire sucer et sodomiser. Et il voulait lui être pénétrant. Voilà, c'est ça. Ouais. Et mais il me disait aussi que il était fermé à rien et que du coup, si ça me faisait plaisir à moi, on pouvait aussi, je pouvais aussi essayer, il pouvait aussi essayer de me sucer. Ouais. Et je pouvais aussi le sodomiser. Ok. Il me disait qu'il était ouvert à tout en fait. Mais c'est intéressant. Enfin, donc on a 17-18 ans là. C'est ça. Ouais. Elle vient d'où? Toi, tu avais cette culture là, les termes actif-passif. Tu regardais du porno à l'époque. Alors, Elle a l'air très avancée à même communiquer sur t'as envie de faire quoi, je suis ouvert. en fait, moi, j'avais pas ce vocabulaire et en fait, à l'époque non plus, on n'avait pas forcément ces termes précis. Mais dans l'échange, en fait, on comprenait très bien en fait ce qu'on disait en fait. En plus, on utilisait des termes vraiment créoles là pour le coup, que du coup. C'est lesquels en créole? Non mais. À l'époque, non mais en fait, je les trouvais assez vulgaires malgré tout. Tu vois, c'était bourré ou pas, ce genre de truc ou coquet, tu vois. Alors bourré, ça veut dire moi si je suis bourré, c'est moi qui ai pénétré. Non, c'est l'inverse. Bourré, c'est ER. Voilà, c'est ça. Ok. Et coquet? C'est pareil aussi. C'est quoi coquet? C'est comme baiser en fait. Mais coquet dans le sens la coke, la drogue? Non. Non. Coquet dans le sens une coque? Non, c'est dans le sens vraiment de baiser en fait. C'est un mot qui peut être utilisé pour autre chose, coquet? Dans de rares cas en fait, ça peut être utilisé pour dire je vais te frapper. Mais... Ah, intéressant. Voilà. Ok. Donc, on utilisait ce genre de terme malgré tout qui... Et donc toi, à l'époque, la sexualité n'avait pas commencé dans ta tête. Est-ce que tu étais toujours assez asexuel ou donc non, tu me dis, je regarde pas de porno, la sexualité ne vit pas, tu ne te masturbes pas? Non. Ok. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéressait à cette époque-là. Ok. Et je pense que j'ai dû regarder un porno ou deux, mais c'était plus par curiosité que par désir. Et vraiment, il y a beaucoup de formats de porno en fait qui mettent plus mal à l'aise qu'autre chose. Bah ouais. Tu lui réponds quoi du coup à toutes ces questions Au début, en fait, en vrai, je réponds pas. je laisse un peu. Je lui dis on verra et tout. Et après, il finit par me dire que lui, ça l'inquiète un peu. Que du coup, il a quand même besoin, malgré tout, d'essayer de savoir un peu comment ça va se passer. Parce que il a peur qu'après, on finisse par regretter tous les deux. Et que du coup, c'est pour ça qu'il préfère que tout soit clair avant. Ok. Mais tu le trouves prévoyant? Il est respectueux? Alors, oui, il est vraiment. Ouais, mais je trouve que t'as chopé une perle rare un peu. Je dis pas que c'était facile et tout, mais je suis très étonné parce que toi, tu sais pourquoi lui, il arrive à mettre des mots, pourquoi il semble avoir une certaine maturité? Après, je ne sais, vraiment, je ne sais pas. Et en plus que ça, à cette époque-là, je me suis pas rendu compte que tout le monde n'était pas comme lui. Bien sûr, bien sûr. Parce que la réalité, la plupart du temps après, c'est que
ça va être le mouvement inverse qui se fait, c'est des mecs qui ne veulent jamais en parler, ne veulent jamais mettre les mots dessus, de peur que justement ça devienne vrai. Parce qu'en fait, même si après du coup on a parlé vraiment de sexualité entre nous, on n'a jamais parlé en fait d'homosexualité ou de bisexualité de sa part en fait. Parce qu'en fait, on était toujours resté, tu vois, sur le concept d'hétérosexualité malgré tout. Ah oui, lui, il se disait hétéro. Alors, le truc, c'est qu'on n'en parlait pas. Ouais, voilà, on dit pas, on se définit pas. Voilà, c'est ça. Je comprends bien. Donc, toi, au début, t'en parles pas. Tu réponds pas trop à ses questions. Il lui dit, ouais, je suis un peu inquiet. Qu'est-ce qui se passe alors ? Bah, quand il dit qu'il était un peu inquiet, là, je me suis dit, bon, bah, ça me met mal à l'aise, mais on va quand même essayer. Et par contre, en fait, je refuse de lui en parler de vive voix. Parce qu'il m'avait demandé, dans ce cas-là, si c'est plus simple qu'on se voit pour en parler. Je lui ai dit, bah non, ce sera plus simple d'en parler par message. Ok. Parce que j'étais sûr que s'il fallait le formuler avec lui en face, ça n'allait pas être possible. Ouais. Et du coup, avant de se rencontrer, vous avez décidé quelque chose ? Alors... Oui, en gros, on avait décidé de tout essayer, enfin d'essayer que lui soit passif et moi actif, et inversement en fait. Pour, en gros, que là, on expérimente tout. Ouais. Et que du coup, parce que comme moi-même, j'étais dans une certaine indécision réelle, c'était pour avoir l'expérience la plus complète possible, étant donné qu'une telle occasion comme... mes parents qui sont pas là, avoir une chambre qui se ferme à clé, même s'ils reviennent, on ne serait pas pris au dépourvu. Ouais. C'est pas quelque chose qui allait forcément se renouveler rapidement. Ouais. On s'est dit, autant tout tenter, quoi. Est-ce que c'était un bon ou un mauvais moment, ou un truc un peu gris entre les deux ? Alors, moi, je dirais vraiment que c'était un truc un peu gris pour le coup. Gris parce que... en vrai, ce que j'ai vraiment aimé, c'était le fait d'être avec lui, malgré tout. Parce que je l'ai trouvé vraiment très bien et que, en vrai, je ne peux pas dire que quelque chose se soit mal passé, en fait. Mais pourquoi gris aussi ? Parce que j'avais vraiment l'impression de ne pas être à ma place, en fait, et d'avoir à jouer un rôle. Et que... même si je cherchais à lui faire plaisir et que je savais qu'il cherchait à me faire plaisir, pour moi, il y avait quelque chose qui ne pouvait pas fonctionner. Ouais. Et ça, toi, tu identifies ça comme un peu une histoire qui commence à raconter la sexualité, le fait d'être asexuel. C'est que tu as retrouvé après, sur la suite de tes rapports sexuels, ce jeu de ce masque que tu es obligé de mettre ne te correspond pas, c'est ça ou pas ? Là au début non, je me suis pas posé la question de... Non, aujourd'hui avec ton regard d'aujourd'hui. Avec mon regard d'aujourd'hui, sans doute, oui. Ouais. Avec mon regard d'aujourd'hui, je vois ça comme ça, mais à l'époque, je me suis dit c'est peut-être pas la bonne personne pour moi. Je me suis dit c'est peut-être en fait une perle et tout, mais c'est pas une personne qui me convient. Après, du coup, la manière dont se finit notre histoire, c'est un peu compliqué, mais ce n'est pas lié à cette vie-là, enfin à cette expérience-là en soi. Et c'est lié à quoi ? Là, pour le coup... Tu peux pas dire parce que tu veux pas qu'on puisse le reconnaître. Tu es encore en contact avec lui ? Non, alors je ne suis pas en contact avec lui, mais du coup là je préfère vraiment pas dire parce que je pense que... Vous vous êtes revus après cette première fois ? Oui, on s'est revus. Ok. Et cette première fois, du coup, il t'a pénétré, tu l'as pénétré, on s'est sucé, on a fait la totale. Oui. On a pris le catalogue, on a coché les cases. Voilà, c'est ça. En gros, c'est un catalogue qu'on cochait, quoi. Et lui, tu l'as vu, tu te souviens s'il avait du plaisir ou pas ? Après, lui, il m'a dit qu'il avait beaucoup de plaisir et que du coup, il voulait recommencer et tout. Voilà. On a recommencé ? Non, on n'a pas recommencé. Pourquoi ? Pour le coup. En fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, l'occasion ne s'est plus forcément représentée. Et après, il y a eu un incident entre nous qui a fait en fait... l'arrêt de la relation. Voilà, que la relation s'est arrêtée. J'ai envie de faire avance rapide.
puisqu'à 22 ans, tu quittes La Réunion et tu passes 10 ans en région parisienne. Et je serais curieux de savoir à quoi ça ressemble ton quotidien de personne à tendance asexuelle. On est d'accord qu'on s'est dit, bon, moi, je sais pas trop si... Tu as dit, pardon, je sais pas trop si je suis asexuel, ça dépend, etc. Mais si tu devais décrire... c'est quoi ce quotidien? Moi, ce que j'ai entendu, par exemple, c'est j'ai de cesse de me dire qu'il faut que je fasse du sexe. Donc, je suis là à faire des plans, après, en région parisienne, à être un peu... les normes, c'est quoi? Grindr, ok, je vais sur Grindr. Et à pas trouver mon compte en me disant, le problème, c'est moi. C'est ça ou tu veux raconter un peu Alors, en fait, du coup, en région parisienne, j'ai été célibataire pendant 1 an, en fait. Ouais. Et justement, pendant cette année-là, du coup, j'ai eu un ex avec qui j'ai été pendant 8 ans. Ok. Et j'ai eu un ex avec qui j'ai été pendant 8 ans. Et c'était assez compliqué. Et vraiment, là, j'avais vraiment l'impression d'être pris dans un rôle. Et je me suis dit, en sortant de cette relation, j'ai connu que 2 mecs. Et sur les 2 mecs que j'ai connus, sexuellement parlant. Donc 2 mecs, celui d'ici... Les 2 étaient réunionnais. Non, les 2, le premier, c'est celui que tu viens de raconter, et oui. Le deuxième, c'est en région parisienne. Non, le deuxième, en fait, c'est un ex que j'avais, en fait, que j'ai connu à La Réunion. Et après, on est allé en métropole ensemble. Ah, ici, ok, d'accord. Fait. Donc voilà. Et donc, je l'ai connu sur une assez longue période malgré tout. Ouais. Et sexuellement, en fait, là où c'était compliqué, c'est que lui, il n'avait pas forcément confiance en lui. Et comme moi, du coup, j'avais pas forcément de désir sexuel, au début, il se disait que, en fait, c'était lui le problème et que moi, je le désirais pas lui. Ah. Et du coup, moi, je me sentais encore plus obligé de jouer un rôle. Le rôle, ça veut dire ah oui, j'ai envie de sexe, ah oui, voilà. Faisons-le, et après tu simulais pendant le rapport sexuel. C'était pratiquement ça. Okay. Et du coup, sauf que ça convenait à personne finalement. Donc forcément, une relation comme ça a fini par s'arrêter. Et après, du coup, j'ai été célibataire pendant 1 an. Et là, je me suis dit, bon, il faut peut-être que du coup, j'essaie de trouver ce qui me convient moi, ce que j'aime, avant de me dire peut-être que je vais me lancer dans une relation de couple. Parce que je me dis, en faisant ça, je peux en fait détruire un peu l'amour-propre que les gens ont d'eux-mêmes. Ok. Et, oui. Et donc c'est là qu'en fait, j'ai fait beaucoup de rencontres. Et justement là, ça revient un peu à ta question du début. Là, est-ce que la sécurité sexuelle était toujours là? Du coup, je ne suis pas sûr en fait, en termes de rencontres elles-mêmes. Parce que du coup, j'en ai beaucoup trop enchaîné pour dire que, en vrai, j'avais une confiance dans les personnes que j'ai rencontrées. Tu veux dire que tu t'es mis un peu en mode robot programmatique, en mode, ok, pour que je découvre ce que j'aime et ce que je suis, je vais faire plein de plans, et ça va me donner des réponses? Alors c'est un peu ce que je me suis dit, mais après, malgré tout, mon plein de plans, je pense qu'il n'est pas non plus le concept de plein de plans de beaucoup de personnes, parce qu'il y a toujours cette question qu'on me posait, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire? Et quand on commençait par me poser cette question, moi ça me bloquait, puisque je ne savais pas quoi répondre. Souvent je disais je m'adaptais et tout, et en vrai, ça me convenait vraiment jamais, quoi. Et comme ça, j'ai fait quand même quelques expériences qui m'ont un peu surpris malgré tout. Comme quoi, par exemple? Alors, parce que du coup, je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui m'avait parlé de trampling, en fait. Une pratique. Trampling? Voilà, je crois qu'il consistait à lui marcher dessus. Ouais. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Et sauf qu'en fait, la réalité, c'est que j'ai beaucoup aimé. Non, mais c'est vrai. Mais sauf que, même si j'ai aimé, moi, j'ai pas assimilé ça à un acte sexuel, en fait. C'était marrant? Oui, moi, j'ai trouvé ça marrant. Mais sauf que, du coup, le problème, c'est que moi, je trouve ça marrant. Et la personne qui était avec moi n'était pas dans un mood marrant. Non. Donc, forcément, cet écart-là fait que
Bah voilà, oui, ça il marchait y a pas. une déconnexion. Trampling, moi j'ai toujours entendu trampoline, mais trampling c'est de l'anglais, on est d'accord? Ah oui, c'est de l'anglais. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire saute. Parce que du coup, on saute pas du tout. Hein. C'est pas du trampoline qu'on fait. Alors, moi, en tout cas, j'ai pas sauté. Parce que oui, on fait attention aux autres. Voilà, on fait attention. On leur casse pas des côtes. Voilà. Et en fait, le truc aussi, c'est que parfois on se dit, moi j'étais là en mode au début, non, t'as pas mal, non, ça va, non, ça va, non, ça va. Tu checkais verbalement. Voilà, c'est ça. Et Il disait non, ça va, vas-y. il me disait ça va, ça va, ça va. Et Le tout. plaisir, c'est de sentir le poids des pieds, parce que toi, t'es debout. Oui. Lui est allongé, Oui. par terre. Oui. Et tu dois lui marcher à des endroits en particulier. Alors oui, bah, en fait, il m'avait stipulé justement des zones assez particulières malgré tout sur son dos. Ok. Et donc en fait, c'était assez précis et ça m'avait aussi interrogé en fait s'il n'y a pas justement pas des zones plus propices que d'autres au plaisir. Et je m'étais pas forcément posé cette question-là. Donc voilà. En fait, donc ça reste quand même, je pense, une expérience un peu déterminante. Ah ouais. Même si en soi, moi je ne suis pas adepte du Trampoline. du trampoline, voilà. C'est juste que du coup, voilà, je parle d'une expérience que malgré tout j'en garde une idée un peu positive en fait. Ouais, parce que tu as fait comme un pas de côté en disant bon, bah, je vais peut-être même essayer un peu. C'est du BDSM, hein, le trampling. Il y a un lien avec la douleur, j'imagine. Et notamment parce que moi, je sais sur la suite de ton témoignage qu'à un moment donné, tu vas nous raconter qu'il y a des zones particulières. Toi, tu as découvert que ton corps peut réagir d'une certaine manière. Moi, j'ai envie de te dire, on s'arrête là pour la partie 1. D'accord. Et on va donner, à moins que là, tu aies une urgence de dire quelque chose. D'ailleurs, au moment où je te dis c'est la fin de la partie 1, le vent s'arrête. Je suis un peu vexé. Non, mais un grand merci et je vais donner rendez-vous aux auditeuristes dans quelques jours pour la suite de ton témoignage. Ça te va ? Ça me va. Top. Amis messins, parisiens ou suisses, à vos agendas, prochaine rencontre entre auditeurs. À Metz, c'est le 11 et 17 janvier soir. À Paris, samedi 1er février après-midi. Et à Lausanne, samedi 15 février après-midi. À Paris et à Lausanne, ça sera des rencontres avec un cercle de parole enregistré. Attention, place limitée. Prends ta place maintenant en remplissant le formulaire sur le site du podcast, page rencontrer live, bit.ly/comment devenir. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner. Dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi,
Tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast. C'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.